En 247 avant Jésus-Christ, dans le temple de Melcar à Carthage, un enfant de 9 ans pose sa main sur l'autel ensanglanté. Son père Hamilcar Barca, humilié par la défaite face à Rome lors de la première guerre punique, lui fait jurer une haine éternelle contre l'ennemi. « Jamais je ne serai l'ami des Romains », murmure le petit Hannibal. Ce serment va bouleverser le monde antique. Hamilcar reconstruit la puissance carthaginoise en Espagne. Il conquiert les mines d'argent, forme de nouvelles armées, prépare sa revanche. Quand il meurt en 229, son gendre Hasdrubal poursuit l'œuvre. Puis en 221, à 26 ans, Hannibal prend le commandement. Les soldats l'acclament. Il ressemble trait pour trait à son père. Même regard de feu, même génie militaire, même soif de vengeance. L'occasion se présente en 219. Sagonte, cité alliée de Rome plantée au cœur de l'Espagne carthaginoise, provoque Hannibal. Après 8 mois de siège, la ville tombe. Les habitants préfèrent se jeter dans les flammes plutôt que de se rendre. Rome exige la livraison d'Hannibal. Carthage refuse. La deuxième guerre punique commence. Hannibal frappe d'abord. Plutôt que d'attendre l'invasion romaine, il porte la guerre en Italie. Son plan est audacieux. Traverser l'Espagne, franchir les Pyrénées, les Alpes, déferler sur l'Italie et détruire Rome avant qu'elle puisse réagir. 90 000 hommes et 37 éléphants se mettent en marche. La traversée des Alpes vire au cauchemar. Les tribus gauloises harcèlent la colonne. Le froid tue hommes et bêtes. Les précipices engloutissent des régiments entiers. En 15 jours, Hannibal perd la moitié de ses forces. Mais il arrive en Italie avec 20 000 fantassins, 6 000 cavaliers et quelques éléphants survivants. Rome mobilise ses légions. Le consul Scipion l'Ancien court vers le nord avec 2 légions pour arrêter l'envahisseur. Les 2 armées se rencontrent au Tessin en novembre 218. Hannibal dispose sa cavalerie numide en tenaille. Au signal, elle encercle la cavalerie romaine et la massacre. Scipion l'Ancien est blessé, sauvé par son fils de 17 ans, le futur vainqueur de Zama. Sempronius Longus arrive avec des renforts. Hannibal feint la retraite, attire les Romains sur la Trébie par un matin glacial de décembre. Ses troupes embusquées surgissent sur les flancs. 30 000 légionnaires périssent dans la neige sanglante. Les Gaulois cisalpins se rallient en masse aux vainqueurs. Au printemps 217, Hannibal traverse les marais d'Arno. Une ophtalmie lui fait perdre l'œil droit, mais il poursuit sa marche. Le consul Flaminius le poursuit avec 4 légions. Au lac Trasimène, Hannibal tend le piège parfait. Dans un défilé brumeux, ses troupes cachées dans les collines fondent sur les Romains. 15 000 morts, 10 000 prisonniers. Flaminius gît parmi les cadavres. Rome tremble. Hannibal n'est plus qu'à 5 jours de marche de la ville éternelle. Les riches fuient vers le sud. Le peuple se presse dans les temples. Le Sénat nomme Fabius dictateur. Mais Fabius, le temporisateur, refuse la bataille frontale, harcèle l'ennemi, évite l'affrontement décisif. Cette stratégie exaspère les Romains qui accusent Fabius de lâcheté. En 216, ils élisent de consuls Varron et Polémile avec ordre de détruire Hannibal. 80 000 légionnaires marchent vers Cannes où campent les Carthaginois. La plus grande armée jamais assemblée par Rome va enfin écraser l'intrus. Le 2 août 216, les 2 armées se font face dans la plaine de Cannes. Hannibal aligne 40 000 hommes contre 80 000 Romains. L'infériorité numérique est écrasante, mais le général carthaginois a un plan. Il place au centre ses Gaulois et Espagnols, troupes courageuses mais indisciplinées. Sur les ailes, ses Africains vétérans, l'élite de son armée. Sa cavalerie numide garde les flancs. La formation dessine un croissant bombé vers l'ennemi. Varron commande ce jour-là. Sûr de sa supériorité numérique, il lance ses légions droit devant. Le centre carthaginois plie, recule, semble céder. Les Romains s'engouffrent dans la brèche, persuadés de la victoire. C'est exactement ce qu'espérait Hannibal. Quand les légions sont suffisamment engagées, le piège se referme. Les Africains attaquent sur les flancs. La cavalerie numide, qui a écrasé les cavaliers romains, revient charger l'arrière. L'armée romaine se retrouve encerclée, comprimée dans un étau mortel. Le massacre dure des heures. Les légionnaires, serrés les uns contre les autres, ne peuvent plus manier leurs armes. Les Carthaginois les abattent méthodiquement. Polémile meurt au combat. 70 000 Romains périssent, dont 80 sénateurs. Hannibal compte à peine 6 000 morts. Marbal, lieutenant d'Hannibal, exulte. « Donne-moi la cavalerie, dit-il.
Dans 5 jours, tu dîneras au Capitole. Mais Hannibal refuse. Il préfère négocier, espère que Rome demandera la paix après une telle catastrophe. Son hésitation va changer le cours de l'histoire. Rome ne plie pas. Le Sénat refuse de racheter les prisonniers, lève de nouvelles légions, interdit tout pour parler. Hannibal réalise son erreur, mais il est trop tard. L'effet psychologique de Cannes s'estompe. Rome se ressaisit. Les années passent. Hannibal contrôle l'Italie du Sud, mais ne peut prendre Rome ni les grandes villes fortifiées. Ses alliés potentiels hésitent. Philippe V de Macédoine signe bien un traité avec lui, mais n'envoie aucun secours. Syracuse se révolte, mais tombe en 212. Capoue, rallié aux Carthaginois, capitule en 211. Hannibal s'enlise. Ses effectifs fondent sans possibilité de remplacement. Carthage, accaparé par ses problèmes en Afrique et en Espagne, ne lui envoie que des renforts dérisoires. Le génial stratège devient un chef de guerre errant, brillant mais isolé. En 207, son frère Hasdrubal tente de le rejoindre avec une nouvelle armée d'Espagne. Mais les Romains interceptent le message annonçant sa venue. Hasdrubal est écrasé au métaux. Sa tête, jetée dans le camp d'Hannibal, annonce que l'espoir s'éteint. Pendant qu'Hannibal s'enlise en Italie, un jeune homme apprend ses leçons. Publius Cornelius Scipion, fils du consul blessé au Tessin, a survécu à Cannes. Il a vu l'armée romaine se faire massacrer par un ennemi inférieur en nombre. Il a compris que la supériorité numérique ne suffit pas. Il faut de l'intelligence tactique. En 210, à 26 ans seulement, Scipion obtient le commandement de l'Espagne. Sa première cible est Carthagène, capitale des Carthaginois en Espagne. En un jour, par un assaut combiné terre-mer d'une audace inouïe, il s'empare de la ville réputée imprenable. Le butin est colossal, or, argent, armes, otages, navires. Mais Scipion frappe surtout les esprits par sa clémence. Il libère les prisonniers, respecte les femmes, rend les otages à leurs familles. Cette générosité calculée lui rallie les tribus ibères qui abandonnent Carthage. Hasdrubal Barca, frère d'Hannibal, tente de reprendre Carthagène. Scipion l'écrase à Bécula. Hasdrubal fuit vers l'Italie, avec les débris de son armée, mais périt au Métaure. Un autre Hasdrubal, fils de Giscon, prend le commandement. Scipion l'anéantit à Ilipa en 206. L'Espagne est perdue pour Carthage. Scipion rentre à Rome couvert de gloire. Mais il a un plan plus audacieux que ses victoires ibériques. Plutôt que de poursuivre la guerre défensive en Italie, il propose de frapper Carthage au cœur, en Afrique. Le Sénat hésite. Envahir l'Afrique avec Hannibal encore en Italie semble fou. Scipion insiste. Si nous frappons Carthage, Hannibal sera obligé de rentrer pour la défendre. Nous changerons de rôle. C'est nous qui porterons la guerre chez l'ennemi. En 205, Scipion obtient la Sicile comme province et l'autorisation tacite de passer en Afrique. Il recrute des volontaires, s'entraîne intensivement, prépare méticuleusement son expédition. Sa plus grande réussite est diplomatique. Il s'allie avec Massinissa, prince numide en exil. Cette alliance change tout. Massinissa apporte la promesse de 6000 cavaliers numides, les meilleurs du monde. Pour Hannibal, qui doit sa supériorité à sa cavalerie, c'est un coup terrible. Ses anciens alliés vont combattre pour Rome. En 204, Scipion débarque près d'Utique avec 30 000 hommes. Les Carthaginois paniquent. Leurs généraux Hasdrubal, fils de Giscon, et Syphax, roi numide alliés, lèvent à la hâte une armée de 60 000 hommes. Mais cette masse hétéroclite manque de cohésion. Scipion feint de négocier pendant l'hiver, repère les camps ennemis, prépare son attaque. Une nuit de printemps 203, il incendie simultanément les deux camps. Dans la confusion, ses légions massacrent les fuyards. Syphax est capturé et son royaume donné à Massinissa. Carthage se retrouve seul. Scipion marche sur Carthage. La grande cité commerciale voit ses faubourgs brûlés, ses campagnes ravagées. Le commerce s'arrête, la famine menace. Le parti de la paix prend le dessus au Sénat carthaginois. Il faut rappeler Hannibal. L'ordre arrive en Italie à l'automne 203. Hannibal lit le message avec amertume. Après 15 ans de campagne, il doit abandonner l'Italie sans avoir vaincu. Ses soldats pleurent en embarquant. Ils quittent cette terre qu'ils ont ensanglantée pour une patrie que la plupart ne connaissent pas. Hannibal débarque près d'Adrumétum avec 12 000 vétérans, tout ce qui reste de sa grande armée. Il retrouve une Afrique en proie à la guerre civile. Massinissa ravage les campagnes carthaginoises. Les alliés traditionnels font défection. Il faut tout reconstruire. Le général carthaginois lève à la hâte de nouvelles troupes. Conscrits inexpérimentés, mercenaires de fortune, derniers alliés fidèles forment une armée de 45 000 hommes.
Mais cette force composite n'a rien de la machine de guerre qui a traversé les Alpes. Carthage tente une dernière négociation. Une flotte romaine fait naufrage près de Tunis. Les Carthaginois pillent l'épave et capturent les survivants. Scipion furieux rompt les pourparlers. Il faut en finir par les armes. Avant la bataille décisive, les deux généraux acceptent une entrevue. Hannibal et Scipion se rencontrent sur terrain neutre, accompagnés seulement de leurs interprètes. Le vieux lion face au jeune aigle. Ils se jaugent en silence. Hannibal parle le premier. Il a 45 ans, le visage buriné par les campagnes. « J'ai connu la fortune et l'adversité, dit-il. J'ai appris que rien n'est jamais acquis. Pourquoi verser encore du sang quand nous pouvons faire la paix ?» Il propose ses conditions. Carthage garderait l'Afrique, abandonnerait l'Espagne, paierait une indemnité. Rome obtiendrait ce qu'elle a toujours voulu sans risquer une bataille incertaine. Hannibal joue son va-tout diplomatique. Scipion écoute impassiblement. Il a 34 ans, le regard dur de celui qui n'a jamais perdu. « Il est trop tard, répond-il. Vous avez rompu la trêve en attaquant nos navires. Les conditions seront dictées après notre victoire. » Les deux hommes se séparent courtoisement. Ils savent que demain, l'un aura perdu son empire. Hannibal regagne son camp en songeant aux gloires passées. Scipion retourne vers ses légions en préparant sa revanche pour Cannes. Cette nuit-là, dans les deux camps, les soldats fourbissent leurs armes. Les vétérans d'Hannibal se souviennent de leurs victoires italiennes. Les légionnaires de Scipion pensent aux humiliations subies. Demain, 16 ans de guerre trouveront leur épilogue. À l'aube du 19 octobre 202, Hannibal dispose ses 45 000 hommes selon un plan audacieux. En première ligne, ses 80 éléphants de guerre. Ces mastodontes doivent percer les lignes romaines et semer la terreur. Derrière eux, en deuxième ligne, 12 000 mercenaires gaulois et ligures. Ces barbares du Nord combattront sauvagement, mais serviront surtout de chair à canon pour user l'ennemi. En troisième ligne, l'infanterie carthaginoise et africaine, 15 000 hommes plus solides et disciplinés. Enfin, en réserve, le trésor d'Hannibal, ses 12 000 vétérans d'Italie. Ces hommes ont survécu à 15 ans de guerre, traversé les Alpes, vaincu à Cannes. Ils constituent ses meilleures troupes, son ultime espoir. Sur les ailes, 4 000 cavaliers. À droite, 2 000 Carthaginois. À gauche, 2 000 Numides restés fidèles. Cette cavalerie, jadis invincible, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Trop peu nombreuse, mal équipée, démoralisée par les défections. L'armée d'Hannibal présente un défaut rédhibitoire, sa diversité. Gaulois, Ligures, Carthaginois, Africains, Numides parlent des langues différentes, obéissent à des traditions militaires distinctes. Les ordres passent mal, la coordination est difficile. Face à cette mosaïque bigarrée, Scipion aligne la machine de guerre la plus parfaite de l'Antiquité. 45 000 légionnaires forment un bloc homogène. Même formation, même équipement, même entraînement, même discipline. Mais Scipion a préparé une innovation tactique révolutionnaire. Abandonnant la formation traditionnelle en quinconce, il ménage des couloirs entre ses manipules. Ces passages, gardés par ses vélites, sont destinés à canaliser la charge des éléphants. Sur l'aile droite, 6 000 cavaliers numides de Massinissa. Sur l'aile gauche, 3 000 cavaliers italiens sous Laelius. 9 000 cavaliers contre 4 000. L'avantage romain est écrasant. Hannibal a perdu sa supériorité traditionnelle. Scipion harangue ses troupes. « Soldats, vous combattez pour l'empire du monde. Rome ou Carthage dominera la Méditerranée. Montrez à ces Africains que les légions sont invincibles. » Les légionnaires acclament leur général. En face, Hannibal s'adresse à ses hommes dans leurs langues respectives. Aux mercenaires, il promet une solde doublée. Aux Carthaginois, il évoque la ruine de leur patrie en cas de défaite. Aux vétérans, il rappelle leur victoire commune. Mais ses paroles sonnent creux. Le signal du combat retentit. Hannibal lance ses éléphants en avant. 80 mastodontes chargent dans un grondement de tonnerre qui fait trembler la plaine. Les cornacs dirigent leurs montures vers les lignes romaines serrées. Scipion a tout prévu. Au signal convenu, musiciens et légionnaires embouchent corps, trompettes, bouchins. Un vacarme assourdissant emplit l'air. Les éléphants, terrifiés par ce bruit inconnu, hésitent, ralentissent, se cabrent. Certains pachydermes, complètement affolés, font demi-tour et chargent leurs propres troupes. Ils piétinent la cavalerie numide d'Hannibal, désorganisent les formations carthaginoises. Le plan du général punique tourne au cauchemar. Les éléphants qui continuent leur course se dirigent instinctivement vers les passages ménagés par Scipion. Ils s'engouffrent dans les couloirs où les attendent les vélites romains.
Armés de javelots et de frondes, ces fantassins légers criblent les flancs des animaux. Pris entre deux feux exposés de tous côtés, les éléphants s'affolent et fuient. En quelques minutes, l'arme favorite d'Hannibal se retourne contre lui. Les survivants s'enfuient vers l'arrière, semant la panique dans leurs propres rangs. La débandade des éléphants démoralise complètement la cavalerie carthaginoise. Massinissa en profite pour lancer sa charge. 6000 cavaliers numides déferlent sur les 2000 fidèles d'Hannibal. Le combat est inégal. Les Numides de Massinissa connaissent parfaitement leurs adversaires, même origine, même formation, même tactique. Mais ils sont 3 fois plus nombreux et mieux motivés. Leur chef leur a promis les terres des vaincus. Ils chargent avec sauvagerie. Sur l'aile gauche, même scénario, Laelius écrase la cavalerie carthaginoise déjà ébranlée par la fuite des éléphants. 3000 cavaliers italiens dispersent 2000 Carthaginois démoralisés. En quelques minutes, Hannibal perd ses 2 ailes. Cette défaite de la cavalerie est cruciale. Depuis 20 ans, la supériorité d'Hannibal repose sur ses cavaliers numides. À Cannes, ils ont encerclé les légions romaines. Maintenant, ils combattent pour l'ennemi ou fuient le champ de bataille. Massinissa et Laelius poursuivent les fuyards pour les empêcher de se regrouper. Leurs cavaliers disparaissent dans un nuage de poussière, laissant les fantassins s'affronter seuls. La vraie bataille va commencer. Privé de sa cavalerie et de ses éléphants, Hannibal mise tout sur son infanterie. Il lance ses mercenaires gaulois et ligures à l'assaut des légions romaines. Ces barbares du Nord se battent avec une rage désespérée. Les Gaulois, torse nus malgré le froid matinal, brandissent leurs longues épées en hurlant leurs chants de guerre. Les Ligures, plus disciplinés, avancent en formation serrée derrière leurs boucliers. 12 000 hommes déferlent sur la première ligne romaine. Le choc est terrible. Les légionnaires, protégés par leur scutum, reçoivent l'assaut sans broncher. Leurs glaives courts et larges font des ravages dans les rangs ennemis. Mais les barbares se battent avec l'énergie du désespoir. Le combat dure des heures. Les corps s'entassent entre les lignes. Les mercenaires, sans soutien de cavalerie, finissent par plier sous la pression constante. Ils refluent vers la 3e ligne en désordre, poursuivis par les légionnaires victorieux. C'est alors que se produit un événement qui révèle toutes les faiblesses de l'armée composite d'Hannibal. L'infanterie carthaginoise et africaine refuse de laisser passer les mercenaires en déroute. Elle barre la route aux fuyards. Un combat fratricide éclate au sein même de l'armée carthaginoise. Les mercenaires gaulois et ligures, fuyant les légions romaines, se heurtent aux lances de leurs propres alliés. L'infanterie africaine, craignant d'être emportée par la déroute, tire l'épée contre les fuyards. Cette bataille dans la bataille stupéfie les observateurs. Gaulois et Africains s'entretuent sous les yeux des Romains médusés. Hannibal assiste, impuissant, à la dislocation de ses forces. L'armée qu'il a constituée à la hâte révèle sa nature hétéroclite. Scipion observe cette confusion avec la satisfaction du stratège accompli. Il a prévu cette faille en étudiant la composition de l'armée ennemie. Des troupes qui ne se comprennent pas ne peuvent pas combattre ensemble efficacement. Les mercenaires, pris entre les légions romaines et leurs propres alliés, sont massacrés sans merci. Ceux qui échappent au carnage s'enfuient vers l'arrière, abandonnant définitivement le combat. Hannibal vient de perdre le tiers de son armée. L'infanterie carthaginoise et africaine, après avoir éliminé les fuyards, fait face aux légions romaines. 15 000 hommes contre 45 000. L'infériorité numérique est écrasante, mais ces soldats sont aguerris et disciplinés. Le combat reprend avec une violence redoublée. L'infanterie carthaginoise, débarrassée des mercenaires indisciplinés, se bat avec méthode. Ces soldats africains, formés à la romaine par Hannibal, rivalisent de courage avec les légionnaires. Scipion engage sa 2e ligne. Les principes romains relèvent les hastades épuisés. Le combat recommence de plus belle. Bouclier contre bouclier, glaive contre javelot, les 2 formations s'affrontent dans un corps à corps acharné. Mais la supériorité numérique finit par peser. Les Carthaginois, débordés sur leurs flancs, commencent à plier. Leurs rangs se disloquent sous la pression constante. Bientôt, ils refluent vers la 4e ligne où attendent les vétérans d'Hannibal. Ces 12 000 hommes constituent l'élite de l'armée carthaginoise. Ils ont survécu à 15 ans de guerre, traversé les Alpes, vaincu à Cannes, résisté à tous les assauts romains en Italie. Hannibal mise tout sur eux pour renverser la situation. Les vétérans accueillent leurs compatriotes en déroute et reforment leurs rangs. Pour la première fois depuis le début de la bataille, Hannibal dispose d'une ligne cohérente. 12 000 hommes contre 45 000. Le défi est immense, mais ses soldats sont exceptionnels. C'est à ce moment crucial que Scipion révèle son génie tactique.
Au lieu de lancer sa troisième ligne contre les vétérans d'Hannibal, il ordonne une manœuvre surprenante. Il retire ses première et deuxième lignes du combat et les envoie sur les ailes. Cette disposition inhabituelle intrigue Hannibal. Seuls les trières romains, vétérans de la troisième ligne, font face à ses meilleurs soldats. Scipion prépare-t-il un piège? Le général carthaginois hésite, mais il n'a plus le choix. Il lance ses vétérans à l'assaut. Le choc est titanesque. 12 000 vétérans carthaginois contre 15 000 trières romains. Les deux élites s'affrontent avec une science militaire consommée. Chaque coup porte, chaque parade sauve une vie. Le sort de l'Empire se joue dans ce corps à corps. Pendant ce temps, Scipion déploie ses premières et deuxièmes lignes sur les flancs. Hastats et Principe contournent l'armée carthaginoise par les ailes. Le mouvement d'encerclement commence. Scipion applique la tactique qui a fait la gloire d'Hannibal à Cannes. Le disciple dépasse le maître. L'homme qui a survécu au massacre de Cannes utilise contre Hannibal sa propre stratégie, perfectionnée par 16 ans de réflexion. L'ironie est cruelle pour le général carthaginois, qui voit sa tactique favorite retourner contre lui. Les vétérans d'Hannibal se battent avec l'énergie du désespoir. Ils savent qu'ils portent le destin de Carthage, mais ils sont cernés, sans espoir de fuite. Les Hastats et Principes romains referment lentement l'étau sur les flancs et l'arrière. C'est alors que reviennent Massinissa et Laelius. Après avoir dispersé la cavalerie carthaginoise, les cavaliers romains et numides attaquent l'arrière de l'infanterie d'Hannibal. Prise entre l'enclume et le marteau, l'armée carthaginoise s'effondre. Le massacre qui suit dépasse en horreur tout ce que l'Antiquité a connu. Les vétérans d'Hannibal, encerclés de toutes parts, tentent de vendre chèrement leur vie. Mais ils n'ont aucune chance contre la marée romaine qui les submerge. Les légionnaires, ivres de vengeance après 16 ans d'humiliation, ne font pas de quartier. Ils taillent en pièces méthodiquement les derniers défenseurs de Carthage. Les cavaliers numides achèvent les fuyards. La plaine se transforme en charnier. Hannibal lui-même ne doit son salut qu'à la vitesse de son cheval. Il s'enfuit avec quelques cavaliers vers Hadrumetum, abandonnant sur le champ de bataille les débris de sa gloire. Le plus grand général de l'Antiquité vient de subir sa première et dernière défaite. Le bilan de Zama dépasse toutes les prévisions. 20 000 Carthaginois gisent sur le champ de bataille. 10 000 autres sont capturés, destinés à l'esclavage. Seuls quelques centaines d'hommes parviennent à s'échapper. L'armée d'Hannibal a cessé d'exister. Les pertes romaines sont dérisoires, 1500 morts, 4000 blessés. Cette disproportion révèle l'ampleur de la victoire. Scipion a non seulement battu Hannibal, il l'a humilié en retournant contre lui ses propres méthodes. Le butin est colossal. 11 éléphants survivants sont capturés. Ces mastodontes qui ont terrorisé les légions deviennent des trophées pour le triomphe de Scipion. L'or carthaginois remplit les coffres romains. Les armes ennemies équiperont de nouvelles légions. Mais la vraie victoire est stratégique. En une journée, Rome a éliminé son dernier rival sérieux. Carthage n'a plus d'armée, plus d'alliés, plus d'espoir. La Méditerranée occidentale passe sous domination romaine pour des siècles. Scipion fait élever un trophée sur le champ de bataille. Cette pyramide d'armes ennemies proclame la grandeur romaine. Désormais, les légions sont invincibles. Aucune puissance ne peut résister à leur supériorité tactique et à leur discipline. Hannibal regagne Carthage avec les débris de son armée. L'homme qui a fait trembler Rome pendant 15 ans doit avouer sa défaite totale. Devant le Sénat carthaginois assemblé, il prononce des mots historiques. « Je n'ai pas perdu une bataille, j'ai perdu la guerre ». Cette déclaration marque la fin d'une époque. Hannibal, le génie militaire, le stratège incomparable, reconnaît son échec. Plus jamais il ne commandera d'armée. Plus jamais Carthage ne menacera Rome. L'hégémonie punique s'effondre dans les plaines de Zama. Le grand général plaide désormais pour la paix. Il sait que continuer le combat serait suicide. Carthage n'a plus d'armée, plus d'alliés, plus de ressources. Rome dicte ses conditions et elles sont implacables. Les sénateurs carthaginois se déchirent. Le parti de la guerre, mené par les jeunes aristocrates, refuse la capitulation. Ils parlent de résistance, évoquent les sièges héroïques du passé. Mais Hannibal les fait taire d'un geste. Sa seule présence impose le silence. « Regardez-moi, dit-il. J'ai vaincu à Cannes, Trasimène la Trébie. J'ai terrorisé Rome pendant 15 ans. Et pourtant, je suis vaincu. Si moi je ne peux plus rien, que pouvez-vous espérer ?» Ces paroles glacent l'assemblée. Le parti de la paix l'emporte. Scipion dicte ses conditions depuis son camp. Carthage perdra toutes ses possessions hors d'Afrique. L'Espagne, grenier à blé et mine d'argent, passe définitivement sous contrôle romain. Les îles de Méditerranée occidentale suivent le même sort. La flotte carthaginoise sera livrée, sauf 10 navires pour la garde côtière.
Ces trirèmes, qui dominaient autrefois la mer, deviennent la propriété de Rome. Le spectacle de leur destruction publique humilie profondément les Carthaginois. Tous les éléphants de guerre sont confisqués. Ces mastodontes, symboles de la puissance punique, défileront dans le triomphe de Scipion. Carthage n'aura plus jamais le droit d'en dresser de nouveau. L'indemnité de guerre atteint 10 000 talents d'argent payables en 50 annuités. Cette somme astronomique saigne Carthage pour 2 générations. Chaque année, les galères romaines viendront réclamer leur dû. Mais la clause la plus humiliante interdit à Carthage de faire la guerre sans autorisation romaine. L'ancienne maîtresse des mers devient un État vassal. Son destin dépend du bon vouloir du Sénat romain. Massinissa reçoit sa récompense. Son royaume s'étend sur toute la Numidie orientale. Rome lui promet son soutien contre toute agression carthaginoise. L'alliance scellée avant Zama porte ses fruits. Scipion rentre à Rome couvert de gloire. Le Sénat lui vote un triomphe grandiose. Pendant 3 jours, la ville éternelle célèbre la victoire de Zama. Jamais Rome n'a connu pareille liesse. Le cortège triomphal éblouit la foule. En tête marchent les prisonniers carthaginois, chaînes aux pieds. Hannibal n'est pas parmi eux, mais ces généraux captifs excitent la curiosité populaire. Ces hommes qui ont terrorisé l'Italie semblent bien ordinaires. Viennent ensuite les trésors pris à l'ennemi. L'or carthaginois brille au soleil. Les armes exotiques fascinent les spectateurs. Les étendards puniques traînent dans la poussière sous les colibets. Les 11 éléphants survivants de Zama ferment la marche animale. Ces pachydermes, jadis terrifiants, amusent maintenant les enfants romains. Leur dressage pour les jeux du cirque a déjà commencé. Scipion paraît enfin sur son char doré, vêtu de la pourpre jupitérienne. Le peuple l'acclame comme un dieu. À 34 ans, il a sauvé Rome et conquis l'Afrique. Sa gloire éclipse celle de tous ses prédécesseurs. Mais selon la tradition, un esclave lui murmure à l'oreille « Souviens-toi que tu es mortel ». Cette phrase prophétique résonnera bientôt tragiquement. La gloire militaire ne protège pas de l'ingratitude politique. Zama transforme profondément Rome. L'or carthaginois finance de grands travaux. Les temples se multiplient. Les maisons patriciennes s'embellissent. Le luxe oriental séduit l'élite romaine. L'armée romaine devient invincible. Les tactiques de Scipion se généralisent. La flexibilité remplace la rigidité. L'adaptation tactique supplante la force brute pure. Ces innovations serviront aux conquêtes orientales. Rome découvre sa vocation universelle. Après avoir vaincu Carthage, pourquoi s'arrêter? Les royaumes hellénistiques tremblent déjà. Philippe V de Macédoine paiera cher son alliance avec Hannibal. Antiochos de Syrie subira le même sort. Mais Zama révèle aussi les dangers de la grandeur. Les généraux victorieux inquiètent le Sénat conservateur. Scipion lui-même en fera l'amère expérience. Rome triomphante engendre ses propres contradictions. La société romaine évolue rapidement. L'afflux d'esclaves transforme l'économie. Les latifundia remplacent les petites fermes. L'artisanat se développe. Rome devient une métropole cosmopolite. Scipion l'Africain connaît bientôt la disgrâce. Sa popularité inquiète les sénateurs conservateurs. Ils l'accusent de corruption, de mollesse envers l'ennemi vaincu, de sympathies orientales. L'ingratitude romaine frappe son sauveur. En 187, Scipion est traîné devant les tribunaux. Ses ennemis politiques réclament ses comptes de guerre. Ils insinuent qu'il a détourné une partie du trésor carthaginois. L'homme qui a enrichi Rome se voit accusé de vol. Scipion refuse de se justifier. Il déchire ses comptes devant les juges médusés. « C'est aujourd'hui l'anniversaire de Zama, dit-il. Allons plutôt remercier les dieux de ma victoire. » Puis il quitte Rome pour toujours. Il se retire dans sa villa de Liternum, sur la côte campanienne. Là, l'ancien conquérant de l'Afrique cultive ses jardins et écrit ses mémoires. Il reçoit parfois la visite d'intellectuels grecs fascinés par son parcours. Scipion donne des instructions pour son testament. Il veut être enterré à Liternum, pas à Rome. Cette ville ingrate ne mérite pas mes os, confie-t-il à ses proches. Sa tombe portera l'épitaphe amère. Patrie ingrate, tu n'auras pas même mes cendres. Hannibal survit à sa défaite, mais sa vie devient un long calvaire. Carthage, pressé par Rome, l'oblige à s'exiler en 195. Il trouve refuge chez Antiochos III de Syrie, qui prépare la guerre contre Rome. Le roi séleucide accueille le fugitif avec les honneurs. Hannibal conseille d'équiper une flotte, de débarquer en Italie du Sud, d'y allumer la révolte. Mais Antiochos préfère attaquer la Grèce. Cette erreur lui coûte son royaume. Les Romains battent Antiochos à Magnésie en 190. Hannibal doit fuir encore. Il erre de cour en cour, génie militaire sans emploi, ombre de sa gloire passée. Partout, Rome exige sa reddition. En Crète, il conseille les Gortiniens dans leur guerre civile.
En Arménie, il guide le roi Artaxias contre ses voisins. Mais ces conflits mineurs ne consolent pas l'ancien maître de l'Italie. Sa dernière étape est la Bithynie. Le roi Prusias l'accueille et lui confie une flotte contre Pergame. Mais Rome intervient encore. Une ambassade exige la livraison du fugitif. Hannibal comprend que l'étau se resserre définitivement. En 183, acculé dans sa dernière retraite de Libissa, Hannibal prend sa décision finale. Plutôt que de subir l'humiliation de la captivité, il choisit la mort volontaire. Il avale le poison qu'il porte depuis Zama dans sa bague. Ces derniers mots résument sa destinée tragique. Délivrons les Romains de leur longue inquiétude. Ainsi meurt à 64 ans l'homme qui a fait trembler Rome. Son dernier geste défie encore ses ennemis. La nouvelle de sa mort soulage Rome. Caton l'Ancien, qui réclamait sa tête, peut enfin dormir tranquille. Le fantôme d'Hannibal cessera de hanter les cauchemars romains. Mais sa légende commence. L'ironie du sort veut que Scipion meure la même année. Les deux géants qui se sont affrontés à Zama s'éteignent ensemble. L'élève et le maître, le vainqueur et le vaincu, réunis dans la mort après s'être combattus dans la vie. Leur tombe, l'une en Italie, l'autre en Asie mineure, témoignent de destins parallèles. Deux hommes exceptionnels broyés par l'ingratitude de leurs contemporains. La gloire militaire ne garantit ni reconnaissance ni bonheur. Privé d'Hannibal, Carthage tente de survivre. La cité se consacre au commerce, développe son agriculture, retrouve une prospérité relative. Mais cette renaissance économique inquiète Rome qui y voit une menace future. Massinissa, allié fidèle de Rome, grignote sans cesse le territoire carthaginois. Ses raids répétés poussent Carthage à la riposte. Mais le traité de 201 interdit toute guerre sans autorisation romaine. En 149, Carthage commet l'erreur fatale. Exaspérée par les provocations numides, elle attaque Massinissa sans consulter Rome. Le prétexte tant attendu se présente enfin. Le Sénat romain déclare la troisième guerre punique. Caton l'Ancien, qui termine tous ses discours par « Il faut détruire Carthage », voit son vœu exaucé. Une armée consulaire débarque en Afrique avec un objectif simple, l'anéantissement total de la cité rivale. Carthage résiste désespérément pendant 3 ans. Femmes et enfants participent à la défense. Mais sans Hannibal, sans alliés, sans espoir extérieur, la ville ne peut que retarder l'échéance fatale. En 146, Scipion Émilien, petit-fils adoptif du vainqueur de Zama, donne l'assaut final. Carthage tombe après un siège atroce. La population est massacrée ou réduite en esclavage. La cité est rasée méthodiquement. Les soldats romains détruisent pierre par pierre les monuments carthaginois. Le port militaire circulaire, merveille d'ingénierie, est comblé. Les temples sont profanés, les palais incendiés. Carthage disparaît de la carte. Selon la légende, du sel est semé sur les ruines pour que rien n'y pousse jamais. Cette malédiction symbolique achève l'œuvre de destruction. L'ancienne rivale de Rome n'existe plus que dans les mémoires. Scipion Émilien contemple l'incendie avec mélancolie. Il cite Homère. Un jour viendra où périront Troie et Priam et le peuple de Priam. Son ami Polybe lui demande pourquoi cette tristesse. Je pense au sort de Rome, répond le général. Cette prescience tragique se révélera exacte. Rome triomphante porte en elle les germes de sa propre destruction. Les guerres civiles, l'empire, la décadence suivront. Mais pour l'heure, elle domine sans partage. Zama résonne encore dans l'histoire militaire. La bataille enseigne l'importance de l'adaptation tactique. Scipion vainque en renouvelant l'art de la guerre, Hannibal échoue en répétant ses succès passés. L'affrontement révèle le rôle crucial des alliances. Sans Massinissa et ses cavaliers, Scipion n'aurait jamais triomphé. Rome tire la leçon. Diviser pour régner devient sa politique constante. La bataille démontre que le génie individuel ne suffit pas toujours. Hannibal surpasse Scipion en talent pur, mais l'organisation romaine l'emporte sur le charisme carthaginois. La méthode vainc l'improvisation. Zama lance Rome sur la voie de l'Empire universel. Les légions, fortes de leur invincibilité, conquièrent successivement la Grèce, l'Asie, l'Égypte. La Méditerranée devient un lac romain pour 5 siècles. La bataille inspire les stratèges futurs. Napoléon étudie les tactiques de Scipion. Les généraux modernes analysent l'encerclement de Zama. L'art militaire progresse en méditant ses leçons antiques. 2000 ans après, historiens et stratèges débattent encore de Zama. Hannibal était-il vraiment fini après 15 ans de guerre? Scipion méritait-il sa victoire ou bénéficia-t-il de circonstances favorables? Certains accusent Hannibal d'avoir mal utilisé ses éléphants, mal coordonné ses troupes, mal choisi son terrain. D'autres soulignent les handicaps insurmontables, armée composite, cavalerie insuffisante, alliés défaillants. Scipion reçoit généralement les louanges.
Son adaptation tactique, sa diplomatie habile, sa préparation minutieuse forcent l'admiration. Il incarne le général complet, guerrier, politique et organisateur. Mais la postérité préfère souvent le vaincu au vainqueur. Hannibal fascine par son audace, son panache, sa destinée tragique. Scipion impressionne par son efficacité mais n'émeut guère. Cette préférence révèle un trait humain universel, l'attraction pour l'héroïsme malheureux. Hannibal traverse les Alpes, défie Rome, meurt en exil. Scipion applique une méthode, triomphe, finit oublié. Zama retentit dans toute la culture occidentale. Poètes, romanciers, cinéastes s'emparent du duel légendaire. Hannibal et Scipion deviennent des archétypes littéraires. Corneille écrit sa tragédie Sophonisbe sur l'épouse de Massinissa. Flaubert rêve d'un roman sur Carthage. Hollywood produit des péplums spectaculaires sur les guerres puniques. L'enseignement militaire fait de Zama un cas d'école. Saint-Cyr et West Point analysent la bataille. Les académies de guerre du monde entier dissèquent les manœuvres de Scipion. La géopolitique moderne s'inspire encore de ces leçons antiques. L'alliance romano-numide préfigure les coalitions contemporaines. La destruction de Carthage annonce les guerres totales modernes. Même la terminologie militaire garde ses traces. Guerre punique désigne tout conflit impitoyable. Hannibal aux portes évoque une menace mortelle. Victoire à la Pyrrhus rappelle les coups de la guerre. Au-delà des légendes, que nous enseigne vraiment Zama? D'abord que la guerre antique obéit déjà à des lois implacables. Logistique, diplomatie, renseignement pèsent autant que le courage. Ensuite que les empires naissent et meurent selon des cycles prévisibles. Carthage dominatrice devient Carthage vassale, puis Carthage détruite. Rome triomphante suivra le même chemin quelques siècles plus tard. Enfin que les individus, même exceptionnels, restent prisonniers de leur époque. Hannibal ne peut surmonter la faiblesse structurelle de Carthage. Scipion bénéficie de la supériorité croissante de Rome. Zama clôt l'époque des cités-États méditerranéennes. Après 202, seuls comptent les grands ensembles territoriaux. L'Empire romain puis les empires barbares façonnent l'avenir européen. La bataille marque aussi l'émergence de l'Occident. Rome vainc l'Orient carthaginois, héritier de Phénicie. Cette victoire annonce la domination occidentale sur le monde méditerranéen. Le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, dans les plaines tunisiennes, l'histoire bascule définitivement. Deux hommes, deux peuples, deux civilisations s'affrontent pour l'empire du monde. Rome l'emporte, Carthage sombre, l'Occident naît. Les échos de cette journée résonnent encore dans notre monde contemporain. Héritier lointain de cette victoire décisive qui changea le cours de l'humanité.